Édith Piaf est la plus grande chanteuse et actrice française, dont le destin et la vie depuis sa naissance se sont transformés en une série d'épreuves. Édith a qualifié un événement qui lui est arrivé, dans son enfance, de rien de plus qu'un miracle. À l'âge de 3 ans, elle est devenue aveugle à cause d'une kératite. La grand-mère du père, qui tenait un bordel en Normandie, réunit tous les amis, et partit avec eux en pèlerinage, dans la ville de Lisieux à Sainte-Thérèse, pendant que la jeune fille était opérée. Pendant plusieurs jours, les femmes subordonnées ont prié pour sa guérison. Et, selon la légende, le 25 août 1921, Édith a dit « Ce que je vois est si beau ». Cette beauté concernait les touches du piano. Mais son calvaire ne s'est pas arrêté là. Devenue le légendaire moineau de France, chantant ses chansons avec brio, cette femme, en moins de 50 ans, a connu de nombreuses épreuves difficiles, dont la toxicomanie et une maladie incurable, qui l'ont conduite à une mort prématurée à l'automne 1963. Édith Giovanna Gassion, vrai nom de la chanteuse, est née dans la rue du quartier pauvre parisien de Belleville à l'hiver 1915. Ses parents sont l'actrice sans succès Anita Maillard et son mari, l'acrobate Louis Gassion. L'inscription sur l'acte de naissance indiquait que la jeune fille était née dans un hôpital, mais dans ses premiers entretiens, l'artiste a insisté sur le fait qu'elle était une véritable enfant des rues parisiennes. Quand les contractions ont commencé, ma mère est descendue pour attendre une ambulance ici, pour laquelle mon père a couru. Quand la voiture est arrivée, j'étais déjà née. Par conséquent, je peux dire que je suis née dans la rue. En tant que sage-femme lors de l'accouchement, il y avait 2 policiers de service, 2 des agents de police les plus gentils qui faisaient leur ronde. La Première Guerre mondiale était en marche. Louis a été envoyé au front et Anita, sans réfléchir à 2 fois, s'est précipitée à la recherche d'un partenaire de vie plus prometteur et plus riche. Elle a laissé le bébé aux soins de sa mère, pour qui Édith s'est avérée être un fardeau. Pour que la fille dorme plus longtemps, sa grand-mère mélangeait de l'alcool à son lait, qu'elle-même utilisait presque quotidiennement. De retour de la guerre, Louis était horrifié, regardait à peine sa fille. La fillette de 3 ans était pratiquement épuisée, ses yeux suppuraient, son petit corps semblait n'avoir jamais connu l'eau et le savon. Gassion emmena le bébé chez sa mère. La femme, malgré la manière douteuse de gagner de l'argent, elle tenait un bordel, a entouré sa petite-fille avec soin, et a été la première à remarquer qu'elle ne voyait rien. Le traitement n'a pas donné de résultat, une opération a été nécessaire. Après avoir envoyé la fille à l'hôpital, la grand-mère a décidé de renforcer le résultat, avec les prières de Sainte Thérèse. Toutes les filles du bordel sont devenues pèlerines pendant une semaine. Et Édith a vu la lumière, l'opération a réussi. Depuis lors, toute sa vie, la chanteuse a porté avec elle l'icône du saint, qui, selon elle, est devenu son sauveur. La jeune fille a rapidement été envoyée à l'école, mais, malgré le fait qu'elle était la plus élégante de ses camarades de classe, ses pères l'ont intimidée, parce qu'elle vivait dans un bordel. Leurs parents respectables ont également contribué. Pour sauver sa petite fille de 9 ans du harcèlement, sa grand-mère l'a envoyée chez son père à Paris. Louis était alors marié depuis longtemps, et les 8 sœurs et frères d'Édith dépendaient de lui. Il n'était pas question d'étudier plus avant, il n'y avait pas d'argent. Pour joindre les 2 bouts, le père décide de faire participer sa fille aînée à des spectacles de rue, dont il se sert pour gagner sa vie. Soudain, la jeune fille a montré une voix forte, et à la fin de chaque performance acrobatique de Louis, elle a chanté des chansons populaires à cette époque. Quand Édith avait 14 ans, elle a décidé qu'elle pouvait vivre seule, gagner de l'argent, avec des chansons pour une chambre, et de la nourriture. Son cercle social était approprié, petits délinquants, prostituées, buveurs réguliers. La voix d'Édith était si étonnante, qu'elle fut bientôt invitée à chanter au cabaret de Juan, les peints par son propriétaire, qui remarqua une fille qui chantait dans la rue. Elle était maladroite, vulgairement maquillée, mal et étrangement vêtue. Mais dès qu'elle est montée sur scène, et a commencé à chanter, les visiteurs du cabaret l'ont écoutée avec impatience. Dans ces moments-là, elle était belle. Là, Louis Dupont, un messager, seulement 1 an plus âgé qu'Édith elle-même, est tombé amoureux d'elle. À l'âge de 16 ans, elle emménage avec lui, et, 1 an plus tard, elle donne naissance à une fille nommée Marcel. À certains égards, la chanteuse en herbe a répété sa propre mère. Elle ne voulait pas s'occuper constamment du bébé, elle était déjà captivée par la scène. Son mari a essayé de la dissuader de se produire à Juan-les-Pins, a essayé d'en faire une femme au foyer respectable. Mais Édith allait au cabaret tous les soirs avec un scandale. Désespérée de changer sa bien-aimée, Dupont a rompu avec elle, et a emmené sa fille dans une autre ville, espérant secrètement que sa femme s'ennuierait et viendrait après elle. L'ennui est venu subitement. Marcel est tombée malade d'une méningite tuberculeuse. La mère est venue voir le bébé, elle a également été infectée par elle. Pour Édith, des jours terribles et sombres sont arrivés. Elle a réussi à récupérer, mais sa fille est décédée à l'hôpital. Cachant son chagrin personnel au plus profond d'elle-même, la femme a repris la scène.
Dans son autobiographie, la chanteuse a rappelé qu'après s'être séparée de Dupont, elle avait tenté de s'oublier dans les bras d'un certain Albert, un proxénète qui travaillait place Pigalle. Il ne pouvait pas en faire une prostituée, Edith avait sa propre façon de gagner sa vie. Mais elle n'a pas résisté à son concubin, pour guetter les femmes en tenue cossue parmi les visiteurs du cabaret. Albert a rencontré ces dames, les a fait tomber amoureuses de lui, puis, quand elles ont commencé à lui faire confiance, et l'ont ramené à la maison, il les a volées. La chanteuse avait peur de lui, mais a néanmoins tenté de mettre fin à la relation avec le proxénète, ce qu'elle a presque payé de sa vie. Albert lui a tiré dessus avec un pistolet, mais l'a raté. Albert a disparu de la vie d'Edith, et elle a continué à chanter. Le destin, comme s'il décidait de lui accorder une pause, a rapproché la chanteuse de Louis Lepple, le propriétaire du cabaret Zerny, à la mode sur les Champs-Élysées. Brusque et direct, il a immédiatement posé une condition. Premièrement, la propriétaire d'une voix merveilleuse doit apprendre le bon comportement sur scène, changer sa garde-robe et son maquillage sauvage, et aussi apprendre à travailler avec un accompagnateur. Il l'a d'abord appelé Moineau et lui a attribué le nom de scène Piaf, qui a été traduit par Moineau dans le jargon de la cour. Les gens se pressaient devant le cabaret pour assister à la première représentation de Baby Piaf, comme le disait l'affiche. Son succès fut retentissant. La chanteuse a été invitée à parler à la radio, après quoi les auditeurs ont commencé à exiger ses performances encore et encore. Edith est devenue populaire. Mais un autre coup du sort l'attendait. Un inconnu a tiré sur Lepple. En raison du fait que Piaf était mentionné dans son testament, l'étoile montante était soupçonnée d'avoir tué le patron. Les tabloïds ont commencé à écrire des articles dénonciateurs. Lors des performances de la chanteuse, le public, qui avait auparavant applaudi, a commencé à la huer. Le poète Raymond Assaut a littéralement sauvé l'artiste du désespoir, qu'il a invité à écrire plusieurs nouvelles chansons. De plus, il a contribué à créer le style unique de Piaf. Elle commence à interpréter de nouvelles compositions. Elle habitait rue Pigalle, Mont-Légionnaire, Paris, Méditerranée et autres. La renommée croissante a attiré la compositrice Marguerite Monod vers la chanteuse, qui, avec Assaut, a écrit de nouvelles chansons pour Edith. Hymn of Love et Little Marie étaient particulièrement populaires. Après la performance de Piaf au musical le plus prestigieux de Paris, ils ont commencé à écrire sur elle comme la nouvelle grande chanteuse de France. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Edith reste à Paris et commence à collaborer avec le réalisateur Jean Cocteau. Sur le tournage de Indifférent Somme, elle rencontre l'acteur Paul Meurice. L'impresario et amant Assaut est viré, Piaf tombe à nouveau amoureux. Bientôt, Paul et Edith ont joué dans le mélodrame de Georges Lacombe Montmartre sur la Seine. Mais la chanteuse s'était déjà désintéressée de son élu, et le journaliste Henri Comte est devenu son nouvel amant. Il a également écrit de nouvelles chansons pour Edith, Padam, Here Story, Bravo, Clown, et d'autres. Toutes les compositions de Comte sont restées dans le répertoire de Piaf, jusqu'à sa mort. Même après sa séparation, il a écrit des chansons pour elle. Les soldats et officiers français, qui se sont retrouvés dans les camps, ont déclaré que le cœur de Madame Piaf est comme le drapeau tricolore de leur pays, car le chanteur ne cessait de collecter des colis pour eux, de les aider avec de l'argent et de leur donner des concerts chaque fois que cela était possible. En 1944, les Allemands invitent Piaf à parler aux prisonniers de guerre français. Pendant 7 semaines, elle a donné des concerts dans 11 camps, cela faisait partie d'un plan pour libérer les prisonniers. Elle a pris des photos avec ses compatriotes captifs, a demandé aux journalistes allemands des photos souvenirs, puis, sur la base de photographies des camps, de faux documents ont été fabriqués, qui ont été remis aux prisonniers avec de la nourriture, avec des cartes de la région, et de minuscules boussoles. La renommée mondiale de Piaf a été apportée principalement par 3 chansons, Life in Pink, Milord et Non, je ne regrette rien. Elle a écrit le premier elle-même, bien qu'elle ait d'abord appelé d'autres personnes comme auteur, car elle n'a pas été acceptée dans la société des compositeurs et la chanteuse ne pouvait pas enregistrer le droit d'auteur pour elle-même. À propos de la vie, ses collègues ont unanimement déclaré « Il n'y aura pas de succès ». L'album s'est vendu à des millions d'exemplaires. Après la guerre, Edith a écrit environ 80 autres chansons. La popularité du chanteur est montée en flèche. Piaf elle-même se sentait déjà très malade, passant plusieurs mois par an dans les hôpitaux. Douloureuse depuis l'enfance, elle a méthodiquement miné sa santé, noyant les douleurs physiques et mentales, avec l'alcool et la drogue. La fin de 1949 est particulièrement difficile pour l'artiste. Un avion s'écrase au-dessus de l'Atlantique, à bord duquel se trouve son amant, le boxeur de 33 ans Marcel Cerdan. Il s'est envolé pour elle à New York, où elle a fait une tournée. À sa mort, la chanteuse plongée dans une profonde dépression, elle renoue avec la morphine.
De temps en temps, une femme essayait de se débarrasser des dépendances, mais la vie lui présentait immédiatement un autre test. Piaf a été sauvée par la musique et le chant. En 1950, elle se produit avec un concert solo sur la scène du Temple de la musique classique de la salle Pleyel et captive à nouveau le public. Sa performance dans le légendaire Olympia en 1955 s'est avérée être le même succès. Tout le monde a applaudi son talent, des simples travailleurs acharnés aux personnalités de haut rang. Edith a décidé d'épouser le poète et auteur-compositeur-interprète Jacques Pille, mais la vie de famille n'était pas pour elle. Après le divorce, la chanteuse a joué dans plusieurs films, Secret de Versailles, avec Jean Marais, Franche Cancan, avec Jean Gabin, Les Amoureux de demain, avec Michel Auclin. Après avoir survécu à 2 accidents de voiture, Piaf redevient accro à la morphine et à l'alcool. Des fractures aux bras et aux côtes l'empêchent de dormir. Ce n'est qu'après presque 5 ans, après avoir suivi plusieurs traitements, qu'elle s'est débarrassée des dépendances qui l'ont détruite. Mais il était déjà trop tard. La chanteuse l'a avoué plus d'une fois, pour compter tous ses amants, il y a à peine assez de doigts sur ses mains. Elle les jeta elle-même, dès que ses sentiments se calmèrent, et retomba amoureuse, comme pour la dernière fois. Elle a plus de 40 ans, lorsqu'Edith rencontre le beau jeune Yves Montand, et 2 ans plus tard, elle le quitte. Au début des années 60, Piaf a découvert son diagnostic fatal, mais elle n'a pas cessé de jouer. Elle avait 47 ans, lorsqu'elle a rencontré Théophanie Lambouka, un coiffeur grec. Théo a 27 ans. La différence d'âge n'a pas empêché Piaf, admirateur de talent de longue date, de la courtiser, et de la demander en mariage. Edith l'a épousée. C'était son dernier mariage, le chant du cygne. L'artiste a trouvé son nom de scène bien aimé Théo Sarapo, et a essayé de l'amener sur scène, jouant avec lui. Mais la force du chanteur s'est estompée. Au début de l'automne 1962, tout Paris écoute avec impatience sa performance depuis la Tour Eiffel. Piaf a chanté toutes les chansons aimées du peuple, comme toujours, pour rompre la horte. Son dernier concert eut lieu au printemps 1963. Elle a sorti ses fans sur la scène de l'Opéra de la ville de Lille. La grande chanteuse en déclin a été prise en charge par son dernier mari. Peu importe comment les journalistes s'étouffaient de colère, le traitant de gigolo, Théophanie lui-même nourrissait sa femme à la cuillère, l'emmenait se promener, et ne semblait pas remarquer sa calvitie et son épuisement. Quant au fait qu'il était prétendument un gigolo, après la mort d'Edith, il n'a hérité que de ses dettes. Il ne survécut que 7 ans à Piaf, il mourut dans un accident. Et Edith elle-même est décédée en octobre 1963 dans la ville de Grasse, où le couple a passé tous ses derniers jours. Elle n'a pas été enterrée dans l'église. Les prêtres croyaient que toute sa vie était un péché complet. Il est peu probable qu'autant de personnes soient venues voir ses saints pour les funérailles qu'elles se sont rassemblées au cimetière du Père-Lachaise. Toute l'allée de l'entrée à la tombe était recouverte d'un tapis de fleurs. Il y avait près de 50 000 personnes qui voulaient voir Edith Piaf lors de leur dernier voyage. Paris est venu dire au revoir à son moineau. La capitale française n'a pas oublié la petite Edith Giovanagation. L'une des places où se dresse son monument porte le nom de Piaf. Demi-sœur, Simone Berthaud, qui a accompagné Edith tout au long de sa vie, a écrit un livre sur elle.